Bienvenue sur votre chaîne 100% Love Stories. Ce soir, installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez rugir les moteurs du désir. Vous écoutez Trop tard pour freiner, une romance moderne et intense dans l'univers du club de Baker Stillwolf. Entre un mécano taiseux, rongé par ses secrets, et une aqueuse en fuite, marquée par les cicatrices du passé, la passion devient une arme, et l'amour, une échappée belle. Préparez-vous à vibrer, frissonner, et tomber. Parce que parfois, le cœur va plus vite que la raison. Bienvenue dans le tome 6 de la saga Stillwolf. Je m'appelle Blythe Brooks. Et pendant longtemps, j'ai cru que tant que les moteurs tournaient, je pouvais me passer du reste. Des mots. Des gens. Du passé. Le garage, c'est ma bulle. Mon bunker. Mon église. Je vis là. Je dors pas loin. Je respire l'odeur d'huile chaude et de métal brûlant depuis que je suis gamin. Certains cherchent le frisson sur l'asphalte. Moi, je le trouve dans les entrailles d'un moteur, quand tout se remet à chanter comme au premier jour. Parce que contrairement aux gens, les machines, elles te trahissent pas. Elles pètent, elles grincent, elles tombent en panne, ouais. Mais au moins, tu sais pourquoi. Avec elles, pas de coups bas. Pas de silences qui font mal. Je suis pas du genre à parler pour meubler. Pas du genre à m'épancher autour d'un feu avec les gars, à vider mon sac ou à raconter ce qui me hante quand je ferme les yeux. Alors je bosse. Je vis en marge du club, à Greystone, tout en étant là quand il faut. Présent pour les frangins. Mais jamais trop loin non plus, histoire de pas me faire happer. Et ça fonctionnait. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que Charlie Evans repasse la porte. La première fois que je l'ai vue, elle avait 16 balais. Un jean troué, des docks griffés et cette insolence dans les yeux qui disait merde au monde entier. Elle traînait avec une bande de type paumé, accrochée à un ordi portable comme d'autres s'accrochent à une lame. Elle avait ce don, ce truc pour faire plier n'importe quel code, n'importe quelle serrure numérique. Je l'ai jamais vraiment connue. Mais je l'ai jamais oubliée non plus. Elle revenait de temps en temps, en coup de vent, pour aider un pote, ou pour chercher un endroit où se planquer pendant que les flics regardaient ailleurs. Et puis un jour, elle a disparu. Plus un message. Plus une trace. Juste un silence qui s'est installé. Et moi, comme un con, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai mis ça dans un tiroir. Fermé à double tour. Ce soir-là, il faisait chaud. Pas l'été lumineux, non. La chaleur sale, collante, celle qui fait grogner les chiens et transpirer les murs. Je bricolais sur une vieille indienne, les bras jusqu'au coude dans la graisse, quand la porte du garage a grincé. Et elle est entrée. Pas un mot. Pas un sourire. Juste ce regard. Le même qu'avant. Mais plus lourd, plus sombre. Comme si le monde l'avait mâché et recraché en morceaux. Elle portait un hoodie noir trop grand, un sac en toile jeté sur l'épaule, et ce vieux tic, passait sa main dans ses cheveux quand elle hésite. Je l'ai reconnue tout de suite. Et mon cœur a eu ce raté stupide, ce battement de trop. Putain, Charlie. Je me suis levée, essuyé les mains sur un chiffon plein de cambouis. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas si elle pouvait me faire confiance. Comme si elle me jaugeait. Salut, Blythe. La voix. Rappeuse, plus grave qu'avant. Mais familière. Comme une chanson qu'on n'a pas entendue depuis des années. J'ai pas répondu tout de suite. Mon cerveau moulinait. Elle faisait quoi ici? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi elle avait l'air d'avoir vu un fantôme? Ça faisait longtemps, j'ai fini par dire. Elle a souri. Pas un vrai. Un truc bancal, triste. J'avais plus le choix. Je l'ai laissé entrer. Parce que je suis pas un salaud. Parce qu'au fond, il y a une part de moi qui était soulagée de la revoir en vie. Mais surtout, parce que j'ai vu la panique dans ses yeux. Pas celle des gens paumés. Non, la vraie. Celle de quelqu'un qui sait qu'un compte à rebours a commencé. Et ce soir-là, sans encore comprendre, j'ai senti que la vie tranquille que je m'étais construite, venait de partir en vrille. Parce qu'on ne revient jamais dans la vie de quelqu'un comme moi par hasard. Surtout pas quand on s'appelle Charlie Evans.
Je m'appelle Charlie Evans. Et j'ai passé ma vie à courir. Pas au sens littéral, quoique, ça m'est arrivé, mais à fuir les gens, les responsabilités, les vérités trop lourdes à regarder en face. La loyauté, chez moi, c'est une boussole cassée. Je sais ce que ça devrait être. Mais dans mon monde, elle se tord vite entre la peur, les trahisons et les lignes de code. Parce que oui, je suis une hackeuse. Pas une pirate de film avec des lunettes à la con. Non, une vraie. Une de celles qui peuvent mettre à genoux un système si elles le veulent. Mais aussi une de celles qui se sont brûlées les doigts à jouer dans les flammes d'un réseau bien trop puissant pour être détruit par une seule fille. J'ai bossé pour eux. Pas par choix. Par nécessité. Et un jour, j'ai vu un nom apparaître sur une liste. Un nom qui m'a glacé. Blythe Brooks. Je l'ai connu quand j'étais qu'une gosse. Un peu paumée, un peu rageuse. Lui, il était déjà ce mec solide, taiseux, à l'aura brute et au regard qui voit trop de choses sans les dire. On n'était pas proches, pas vraiment. Mais il me réparait mes merdes électroniques quand je venais traîner dans les garages du coin, pendant que d'autres me disaient de dégager. Il ne m'a jamais jugé. Et c'est ça le pire. Parce que tu peux te défendre contre les insultes. Pas contre la gentillesse. Blythe, c'est le genre de mec que tu n'oublies pas. Pas parce qu'il est bruyant. Mais parce qu'il te laisse un vide quand il n'est plus là. Alors quand j'ai vu son nom, entouré en rouge, sur un tableau de cible, comme une condamnation silencieuse, j'ai paniqué. Et j'ai choisi. J'ai fui. J'ai tout laissé derrière. Le réseau. Mon appart. Mon frigo. Mon foutu chat. J'ai pris ce qu'il me restait d'instinct et de conscience, et je suis retourné là où je m'étais promis de ne jamais remettre les pieds, Greystone. Je savais qu'il y serait. Toujours là, à réparer le monde un boulon à la fois. Quand j'ai poussé la porte du garage, j'ai cru que mon cœur allait me trahir. Il était là. Comme figé dans le temps. Un peu plus abîmé, un peu plus marqué. Mais toujours lui. Ses bras couverts de tatouages, ce regard dur au premier abord, et cette chaleur au fond, celle qu'il cache comme un secret d'État. Il m'a reconnu tout de suite. Et j'ai su, en une demi-seconde, que j'étais pas juste une ombre du passé pour lui. Je ne suis pas venu chercher sa protection. Je suis venu lui offrir la mienne. Qu'il le veuille ou non. Parce que cette liste, ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un fantasme parano. C'est une purge. Méthodique. Discrète. Inarrêtable. Et Blythe y est. Je sais que je suis peut-être la dernière personne à qui il ferait confiance pour ça. Mais je préfère mourir à ses côtés, que de le laisser tomber. Alors voilà. Je suis revenu. Et cette fois, je ne cours plus. Pas sans lui. Blythe pensait que plus rien ne pouvait le surprendre. 10 ans à réparer les erreurs des autres avec une clé à molette et une patience de moine avait façonné sa vision du monde, le chaos n'était qu'un moteur comme un autre. Bruyant, capricieux, mais toujours réparable. Mais ce soir-là, ce n'était pas le chaos qui entra dans son garage. C'était elle. Il l'aperçut à travers la baie vitrée, silhouette tendue sous un sweat noir trop grand, capuchon rabaissé, mains dans les poches, démarche prudente, presque trop calme. Le genre de calme qui précède une explosion. Il pensa d'abord à une paumée. Une touriste du ghetto ou une junkie en manque de chaleur humaine. Il s'apprêtait à lui demander de déguerpir, jusqu'à ce qu'elle s'arrête net devant la moto qu'il remontait. Puis elle leva les yeux. « Salut, Blythe. » Le choc fut silencieux. Mais brutal. Charlie. Ses traits avaient changé. Plus creusés, plus fermés. Mais ses yeux, ce verre acide et insolent, étaient restés les mêmes. Toujours prêts à sonder plus loin qu'on le voudrait. « T'es en cavale ?» lança-t-il, mi-sarcastique, mi-paumé. Elle ne sourit pas. Pas même un coin de lèvres. Elle le fixa comme on scrute un câble prêt à céder. « Je suis pas là pour moi. » Ah non ? Et t'es là pour qui, alors ? Pour la bécane ? J'ai pas d'huile à vendre ni de chambre d'amis. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle sortit de sa poche un petit boîtier cabossé,
un disque dur externe sale, fatigué par les routes qu'il avait dû traverser. T'es sur une liste, Blythe. Une liste que tu connais pas encore. Il la fixa, l'expression figée. C'était quoi ce délire? Une théorie fumeuse? Un trip paranoïaque à la sauce geek? Charlie, l'ancienne codeuse du campus, transformée en prophétesse de l'apocalypse? Et tu débloques, lâcha-t-il en retournant à son moteur. J'ai pas le temps pour les conneries. Mais elle s'approcha et posa le boîtier sur l'établi dans un claquement sec. Opération Shadow Drift, murmura-t-elle. Son corps se figea. Ce nom, personne ne l'avait jamais prononcé à voix haute. Même lui s'était toujours gardé de le faire. Shadow Drift appartenait à une zone noire de son esprit. 8 ans plus tôt, une mission foireuse avec un club de l'Est, soi-disant une simple livraison de pièces, qui avait dégénéré en cauchemar. Il la dévisagea. Comment tu connais ce nom? Elle recula légèrement son capuchon. Ses cheveux noirs, rasés sur le côté, renforçaient l'impression de dureté. Plus rien ne restait de la fille d'avant, sauf peut-être cette étincelle d'intelligence brûlante dans le regard. Parce que je l'ai lu. Dans un fichier crypté. Sur un serveur qu'aucun civil n'est censé pouvoir atteindre. Tu bosses pour qui? Murmura-t-il, la gorge soudain sèche. Elle ne répondit pas. Elle lui tendit simplement le disque. Tu veux des réponses, Blythe? Tu vas devoir les lire toi-même. Il baissa les yeux vers le petit boîtier noir. Si anodin en apparence. Comme un bouton qu'on hésite à presser, conscient qu'une fois enclenché, tout bascule. Quand il releva les yeux, elle avait déjà tourné les talons. Charlie. Attends. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le dos tendu comme une corde d'arc. Je t'ai protégé, à une époque, souffla-t-il. Elle tourna légèrement la tête, un rire bref et amer lui échappant. Cette fois, c'est moi qui te protège, Blythe. Puis elle disparut dans la nuit. Le matin avait un goût d'orage qui n'éclate pas. Le genre d'atmosphère suspendue qui fait grincer les nerfs et gonfler les silences. Blythe détestait cette tension. Et au milieu de tout ça, il y avait elle. Charlie Evans. Elle était là, dans son garage, comme si elle n'en était jamais partie. Comme si 8 ans de silence pouvaient être balayés d'un revers de câble USB. Il la trouva installée sur le plan de travail du fond, jambes croisées, laptop sur les genoux, des câbles étalés comme des tentacules de pieuvre électronique. Partout autour d'elle s'entassait un routeur modifié, une clé USB custom, un téléphone satellite, du matériel qui ressemblait plus à une unité mobile d'espionnage qu'à une trousse de dépannage classique. T'es installé, on dirait, grogna-t-il en entrant. Elle ne leva même pas les yeux. J'avais besoin d'un réseau local sécurisé. Ton garage est parfait. Il s'arrêta, entre la porte et la table d'outils, bras croisés. Tu pourrais au moins demander. Elle haussa une épaule, toujours concentrée sur son écran. Je viens de t'expliquer que quelqu'un essaie de te faire sauter la cervelle. On a dépassé le stade du « s'il vous plaît ». C'est dans ce serrère. Ce n'était pas tant sa présence qui le dérangeait. C'était cette impression étrange qu'elle agissait comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas disparu du jour au lendemain. Comme si elle avait encore une place ici. Tu veux bien me dire ce que tu fais, exactement? Elle tapait sur son clavier avec précision, les sourcils froncés, plongée dans un univers de lignes de code que lui n'avait jamais prétendu comprendre. Ses mimiques n'avaient pas changé, ce petit tic de lèvres quand elle lisait un flux, les doigts qui tambourinaient une mesure invisible quand elle attendait une réponse serveur. Je surveille les flux. Le nom de ton club, de tes membres, les mouvements, tout ça commence à circuler sur des forums fermés. Ça fait trop de bruit. Trop vite. Il leva un sourcil, agacé. Les-tu comptes jouer à l'agent secret planqué entre mes jantes et mes filtres à huile? Elle leva enfin les yeux vers lui. Son regard vert, brûlant, le cloua sur place. Non. Je compte te faire survivre. Il sentit la colère monter, brutale, animale. Il ne savait pas s'il avait envie de l'embrasser ou de lui balancer son foutu disque dur à la figure. T'as pas le droit de débarquer comme ça, Charlie. De foutre ton matos ici.
De me parler comme si. Elle referma brusquement son laptop. Le claquement résonna comme un point final. Comme si quoi? Comme si j'étais revenue pour me faire pardonner? C'est pas pour ça que je suis là. Et toi non plus, Blythe. Elle se leva. Pas de geste brusque. Pas de menace. Juste une fatigue contenue, une tension vibrante sous la surface. T'étais mon seul vrai ami, à une époque. Tu m'as protégé sans poser de questions. Maintenant, c'est mon tour. Pas pour régler une dette. Juste pour que tu restes en vie. Elle posa la main sur la table, tout près de la sienne, sans le toucher. Je vais rien te demander. Ni confiance, ni pardon. Mais j'ai besoin d'être ici. Pour t'aider. Et si tu veux pas, je trouverai un autre moyen. Il resta figé. Il aurait dû dire non. Il aurait dû la mettre à la porte, couper court. Mais dans ses yeux, il ne vit ni manipulation ni mensonge. Juste la vérité. Et une détermination froide. Et il comprit qu'il était déjà foutu. Une semaine. Pas plus, lâcha-t-il. Elle esquissa un semblant de sourire. Presque imperceptible. Mais bien là. T'auras pas besoin d'autant. Elle se réinstalla comme si tout venait d'être signé. Comme si l'accord avait été scellé, tacite, inévitable. Connexion interdite? Mon cul. C'était déjà trop tard. Le garage dormait. Mais lui, non. Blythe était resté seul dans l'atelier, accroupi près d'une vieille Harley abandonnée depuis des années. Il ne la réparait pas vraiment. Il faisait semblant, juste pour que ses mains aient quelque chose à faire pendant que son esprit tournait en boucle. Depuis que Charlie avait franchi les portes de son repère, il se sentait comme écrasé par une clé de 12 posée en plein sur le sternum. Il aurait aimé pouvoir dire que c'était la peur qui lui nouait l'estomac, mais ce n'était pas si simple. Rien ne l'était, quand il s'agissait d'elle. Il ignorait ce qui le dérangeait le plus, savoir qu'elle avait vu son nom sur une liste de cibles à abattre, la voir s'installer comme si elle avait toujours eu sa place ici, ou pire encore, l'avoir laissé faire. Il était 2 heures du matin quand le silence fut brisé par un son familier. Ce n'était pas le cliquetis des outils, non. C'était un autre rythme, sec, rapide, presque musical. Les touches d'un clavier. Il suivit la lumière jusqu'au coin le plus sombre du local, là où il stockait ses vieilles carcasses métalliques. Là, au milieu de cette ferraille muette, elle était assise. Charlie. Installée sur une chaise pliante, capuche tombée sur les épaules, cheveux attachés à la va-vite. Devant elle, un ordinateur qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Une machine hybride, bricolée, hérissée d'antennes et de modems greffés à vif. Et sur l'écran, un torrent de lignes de code, un défilement frénétique qui hypnotisait presque. Elle piratait. En direct. Ses doigts allaient si vite qu'il semblait effleurer les touches plutôt que les presser. Même s'il ne comprenait rien à ce qui s'affichait, il sentait l'adrénaline vibrer dans l'air. Elle forçait un accès que personne, surtout pas une civile, n'était censé pouvoir franchir. « Tu veux que j'appelle la NSA ou t'as juste besoin d'un café ?» lança-t-il depuis l'ombre. Elle sursauta. Juste une seconde de trop. Puis ses yeux cherchèrent les siens. « C'est pas ce que tu crois, murmura-t-elle. Il s'approcha, bras croisés. T'es en train de défoncer le pare-feu d'un serveur militaire, posé tranquille sur ma chaise. Si, Charlie. C'est exactement ce que je crois. Elle soupira. Un souffle long, las, qui parlait plus de fatigue que de panique. J'ai intercepté un message crypté. Il y a un contrat. Quelqu'un a relancé l'opération Shadow Drift. Et ton nom est tout en haut de la liste. Son cœur accéléra. Il ne répondit pas tout de suite. Et toi? T'es quoi, là-dedans? Une ex-geek en reconversion? Une taupe repentie? Elle hésita. Puis, d'un geste lent, elle éteignit l'écran. À une époque, j'écrivais du code pour des gens dangereux. Pour masquer leurs traces. Je croyais aider la bonne cause. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y en avait pas. Il s'approcha. Elle ne bougea pas. Dès aujourd'hui? Tu fais ça pourquoi?
Pour soulager ta conscience? Elle releva les yeux vers lui. Droite. Sincère. Non. Je fais ça pour toi. Ces mots-là, il ne les avait pas entendus depuis longtemps. Et ce regard qu'elle posait sur lui, il s'en souvenait. Il y avait eu cette nuit. Une seule. Dans l'arrière-cour d'un vieux campus. Le murmure du vent, l'éclat des lampadaires, et leurs lèvres qui s'étaient trouvées. Juste une fois. Un instant volé. Et puis, il était parti. Fuyant ce qui aurait pu devenir réel. Il revoyait son visage, son souffle contre le sien. Et la peur, surtout. Celle d'aimer trop fort. Cette nuit-là, souffla-t-il. Elle battit des cils. Tu t'en souviens, alors? Chaque foutue seconde. Un silence dense tomba entre eux. T'aurais dû rester, murmura-t-elle. Et toi, t'aurais dû me dire ce que tu faisais vraiment. Elle se leva. Lentement. Et soudain, il n'était plus qu'à quelques centimètres. 2 corps, 2 histoires, trop de regrets. Et malgré les années, le vide semblait vouloir se refermer d'un seul souffle. Je suis là, maintenant, Blythe, dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, il resta sans voix. Il n'avait jamais supporté qu'on lui raconte sa propre vie. Comme si ses souvenirs lui avaient été volés, altérés, triturés jusqu'à ne plus lui appartenir. Et pourtant, ce soir-là, face à Charlie, assise sur l'établi du garage, c'est exactement ce qu'il ressentait, cette étrange impression d'être un simple spectateur de son propre passé. Charlie parlait d'un événement vieux de 5 ans. Elle évoquait une époque trouble, un chaos dont il ne conservait que des éclats violents, une course truquée à Vegas, l'extraction bâclée d'un agent infiltré, 2 frères tombés, une commotion cérébrale, une côte brisée. Et un grand vide. On s'est croisés à ce moment-là, lui dit-elle. Elle ne le regardait pas comme une étrangère. Elle le fixait avec la gravité de celle qui avait été là. Et qui, silencieusement, espérait qu'il se souvienne. Je t'ai trouvé dans une ruelle. Tu saignais. T'avais pris un coup de crosse dans le crâne. Je n'étais pas censée être là, mais j'avais mes raisons. Des choses à fuir. Et je suis tombée sur toi. Elle inspira, un souffle court, haché, comme si chaque mot lui écorchait les poumons. Je t'ai traîné dans un squat, mis à l'abri. J'ai nettoyé ta plaie. Tu étais en délire. Tu m'as appelé par mon prénom. Tu as dit que tu m'avais cherché. Il ne répondit pas. Un nœud d'angoisse s'était logé quelque part entre sa cage thoracique et sa gorge. Le matin, tu as repris conscience. Pas vraiment lucide, pas complètement là. Quand j'ai voulu t'emmener à l'hôpital, tu m'as attrapé par le poignet, et tu m'as embrassé. Un silence épais s'abattit sur le garage. Puis il releva lentement les yeux vers elle. Je t'ai embrassé? Elle acquiesça, d'un geste infime. Il y avait dans ses traits une tristesse retenue, la trace d'un souvenir qu'on aurait voulu ranger mais qu'on ne parvenait jamais à oublier. Et j'ai répondu. Parce que j'étais stupide. Parce que j'avais jamais pu t'effacer. Toi, le gamin du garage qui me ramenait des dessins de moteurs futuristes et des sandwichs au beurre de cacahuètes. Blythe se leva brusquement. C'était trop. Trop à encaisser. Trop d'ombre dans cette mémoire trouée. Et après, demanda-t-il, la voix tendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une crise. Un genre de blackout. Tu t'es effondré. Et le lendemain, j'étais parti. Parce que je savais que si je restais, je t'entraînerais dans ma chute. Parce que je croyais que tu te souviendrais. Tu m'avais dit des choses que j'attendais depuis des années. Et moi, comme une idiote, j'ai cru que ça suffirait. Elle releva doucement la manche de sa veste. Sous la peau pâle de son poignet, un tatouage minuscule apparaissait. Une clé plate. Le tout premier logo de Blythe. Un dessin qu'il avait tracé à 17 ans, qu'il avait gravé lui-même sur son banc de travail. Personne d'autre ne connaissait ce symbole. Je t'ai dit que je t'avais jamais oublié, souffla-t-elle. Mais toi, tu as oublié cette nuit. Tu as oublié ce baiser. Et ce qu'on aurait pu être. Il resta figé, les yeux rivés sur ce petit bout d'encre.
Ce n'était plus une question de menace ou de liste noire. Ce n'était pas qu'une guerre de clubs à défendre. Il y avait elle. Il y avait eux. Et il comprenait, trop tard, qu'il avait laissé s'effacer une partie essentielle de lui-même. Il y avait des mots qu'on n'oubliait jamais. Des noms, des visages, des vérités qui restaient accrochées à l'âme comme de l'huile de moteur froide incrustée sous la peau. Ce que Charlie venait de montrer à Blythe appartenait à cette catégorie. Une vérité brute. Sale. Gravée en rouge sur un écran noir. Le garage était silencieux, plongé dans l'obscurité de la nuit. Les autres dormaient depuis longtemps. Charlie avait installé son ordinateur sur l'établi, comme si elle s'apprêtait à lui présenter un schéma technique. Mais ce qu'elle dévoila n'avait rien d'un plan. C'était une liste. Une liste d'exécution. J'ai intercepté ça il y a 2 semaines, expliqua-t-elle. Ce n'est pas un simple contrat. C'est une purge. Ciblée. Méthodique. Le genre de campagne qui efface les témoins, les maillons faibles ou gênants. Et toi, Blythe, tu es en haut de la pile. Il s'approcha lentement, les mâchoires crispées. Sur l'écran, les noms défilaient, mêlant visages floutés et identités limpides. Il reconnut des photos, des dates de naissance, des balises codées invisibles aux yeux non avertis. Et au milieu, son propre nom. Blythe Brooks. Numéro 9. Statut, à localiser. Priorité, rouge. Un nœud glacé se forma dans ses entrailles. Pourquoi moi? Murmura-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Charlie hésita. Puis elle ouvrit son dossier. L'interface révéla une série de données complexes, un empilement de couches de sécurité et de méta-informations cryptées. Parce que tu étais là. Parce que tu as vu quelque chose à Vegas que tu n'aurais pas dû voir. Ou parce que tu as aidé quelqu'un qu'il ne fallait pas. C'est flou, mais le signalement a été activé juste après ton retour. Et regarde. Elle fit un zoom sur une ligne de code. Un fragment discret, presque invisible. C'est une signature. Une balise enfouie dans l'architecture du système. C'est moi qui l'ai conçue, à l'époque. Mon ancien groupe l'utilise encore. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils savent que je suis capable de la reconnaître. Et qu'ils savent que je suis ici. Le frisson qui parcourut le dos de Blythe ne venait pas de la peur pour lui-même, mais pour elle. Il ferma lentement l'ordinateur, ses gestes étrangement doux malgré la tension. Comme si refermer l'appareil pouvait enterrer ce cauchemar numérique. « Tu viens de signer ton arrêt de mort en m'apportant ça », murmura-t-il. Charlie ne détourna pas les yeux. « Alors on est deux. » Il la fixa. Il n'y avait aucune bravade dans sa voix. Pas de faux courage. Juste une certitude douloureuse. Une résolution brûlante. Sa main se posa sur le rebord de l'établi. Les jointures blanchirent sous la pression. Puis il demanda, presque à voix basse. « Tu en as parlé à quelqu'un ?»« Non, » répondit-elle. « J'attendais ton feu vert. » Il resta silencieux un instant, puis se redressa brusquement. « On n'en parle à personne. »« Pas encore. Pas à Logan. Pas à Zayn. Personne du club. On gère ça toi et moi. » Charlie plissa les yeux, consciente du risque. « C'est une très mauvaise idée, Blythe. »« Peut-être. Mais c'est la mienne. » Il tourna les talons et quitta le garage sans un mot de plus. La nuit l'avala. Il avait besoin d'air. De silence. D'un mur à frapper pour faire taire le chaos dans sa tête. Car une seule vérité résonnait en boucle dans son esprit. Il était une cible. Et le club n'en avait pas la moindre idée. La nuit était tombée sans bruit, enveloppant le club d'un manteau d'ombre et de murmures. Dans le garage désert, seul le bourdonnement d'un appareil électronique trahissait la présence de Charlie. Elle travaillait encore, enfermée dans ses algorithmes et ses systèmes de surveillance, comme si résoudre une équation pouvait effacer la douleur d'un passé inachevé. Blythe était rentré plus tard que d'habitude. Il s'était arrêté au bar, avait vidé un verre ou deux, pas assez pour s'enivrer, juste assez pour que la colère se taise. Lorsqu'il poussa la porte de la pièce, il la vit. Toujours là. Les yeux cernés, les traits tendus.
Et pourtant magnifique. Entièrement elle. Elle releva les yeux. Un silence lourd s'installa entre eux, pas celui du rejet ou du conflit, mais un de ces silences brûlants, saturés de non-dits, de désirs contenus et de regrets entassés. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-elle, un peu trop sèchement. Il ne répondit pas. Il s'approcha, lentement, comme un fauve trop longtemps enchaîné. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il resta un instant immobile, la regardant avec une intensité presque douloureuse. « Oui » souffla-t-il enfin. « Toi !» Elle tressaillit. Pas de surprise. Plutôt comme si ses défenses s'étaient fissurées. « C'est une mauvaise idée » murmura-t-elle. Il haussa les épaules, les yeux rivés aux siens. « C'est peut-être la pire. Mais ce soir, j'en ai rien à foutre. » Elle ouvrit la bouche, prête à répliquer. À le repousser. À fuir. Mais il ne lui en laissa pas le temps. Ses mains trouvèrent sa taille avec une douceur brutale, et sa bouche s'écrasa sur la sienne, pleine d'urgence et de frustration mêlée. Elle répondit, presque à contre-cœur, mais avec une ardeur qu'elle ne prit même pas la peine de nier. Leurs corps se retrouvèrent avec une familiarité déroutante, comme si le temps n'avait rien effacé, comme si cette nuit-là n'avait jamais cessé de brûler sous la surface. Ils s'embrassèrent comme on revient d'entre les morts. Comme deux âmes qui avaient erré trop longtemps séparées. Les vêtements tombèrent sans cérémonie, dans une semi-obscurité qui n'avait besoin d'aucune mise en scène. Ce n'était ni doux ni brutal, c'était vital. Une pulsion née de la mémoire du corps, plus fidèle que celle de l'esprit. Sur l'établi, contre le mur, sur le sol tiède de la salle technique, peu importait. Ils se redécouvraient. Se testaient. Se dévoraient. Et quand le souffle de Charlie se fit plus court, quand le regard de Blythe perdit toute armure, il n'y avait plus de liste noire, plus de fuite, plus de rancune. Il n'y avait que ce moment. Brut. Absolu. Quand ce fut terminé, ils restèrent un instant l'un contre l'autre, sans parler. Le cœur battant trop fort. Le silence, cette fois, n'avait rien de froid. Il était dense, chargé de sens, suspendu entre deux vérités. Puis, Charlie murmura contre sa peau. « Les deux mains ?» Blythe ne répondit pas tout de suite. Il caressa doucement son dos, comme pour imprimer cette seconde dans sa mémoire. « Demain, je trouverai une autre mauvaise idée. Mais ce soir, t'es à moi. » Elle ferma les yeux, sans sourire, sans fuir. Et accepta. L'écran de l'ordinateur portable s'illumina soudainement d'une série de lignes vertes, clignotantes, au mouvement presque organique. Ce n'était ni un bug ni un virus. C'était une signature. Charlie fronça les sourcils. Son instinct n'avait pas tort, elle connaissait ce code. Et ce qu'il annonçait, elle ne l'avait pas croisé depuis des années. Sans un mot, elle referma la porte du bureau derrière elle, verrouilla la poignée d'un tour de clé silencieux, puis jeta un regard à travers la vitre donnant sur l'atelier. Blythe était là-bas, concentré sur une bécane, en train de discuter avec Jax, le ton détendu, presque léger. Mais elle savait. Elle activa son pare-feu renforcé, celui qu'elle avait développé dans le dos de tout le monde, conçu pour ce genre précis de situation. Le genre de moment où même respirer devenait risqué. L'écran se figea. Puis une fenêtre noire s'ouvrit. Connexion sécurisée établie. Canal prioritaire, SE01. Son estomac se contracta. Ce code, elle ne l'avait pas vu depuis la cellule noire. Depuis lui. Une silhouette apparut sur l'écran. Pas une image. Une présence. Floue, dissimulée derrière un masque numérique pixelisé, les contours brouillés comme un cauchemar jamais tout à fait effacé. Et puis, la voix. Claire. Froidement familière. Une balle dans une ruelle déserte. Tu pensais vraiment qu'on ne te retrouverait pas, Colombe ? Le sang de Charlie se glaça. Personne ne l'appelait comme ça. Personne, sauf lui. Je ne suis plus à vous, souffla-t-elle. Une phrase lancée plus pour se convaincre que pour lui tenir tête. Le rire bref qui suivit résonna dans les enceintes, comme un écho moqueur. Tu ne l'as jamais été. Mais tu nous as coûté cher. Très cher. Elle se redressa. Dos droit, mâchoire serrée.
Elle avait affronté des systèmes de défense militaire et des tueurs professionnels. Mais face à cette voix-là, c'était son propre passé qui s'écroulait dans ses veines. C'est fini. Ce monde-là, je l'ai laissé derrière. Tu as laissé une traînée de cendres, répondit le spectre. Et maintenant tu crois être invisible, planqué derrière des tatoués en cuir et en loyauté? Le silence dans la pièce devint assourdissant. Chaque battement de cœur un tambour dans sa poitrine. Mais sa voix resta posée. Ciselée dans la glace. Qu'est-ce que tu veux? Le ton de son interlocuteur changea. Il devint tranchant. Sans détour. Il est sur la liste, Charlie. Et tu t'interposes. Encore une fois. Pas besoin de préciser de qui il parlait. Blythe. Il savait. Il savait qu'elle l'avait retrouvé. Qu'elle le couvrait. Qu'elle représentait à nouveau une menace. Tu ne peux pas le sauver, continua la voix. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Ses doigts glissèrent en silence sur le clavier. Elle tenta une contre-trace. Un renvoi d'IP, un signal miroir. Rien. L'origine restait fantôme. Comme toujours. Le spectre laissait des appels, pas des empreintes. Il avait été son formateur. Son supérieur. Et, à une époque, le seul à qui elle obéissait. L'homme qui avait signé les mises à mort. Charmant. Brillant. Intouchable. Une ombre bien trop réelle. Tu aurais pu être bien plus, glissa-t-il. Mais tu t'es entiché d'un mécano paumé. Elle coupa la liaison d'un geste sec. Le silence retomba. Brutal. Comme une pierre dans l'eau glacée. Elle resta là, figée, les poings tremblants, le souffle court. De l'autre côté de la vitre, Blythe était toujours là. Penché sur une bécane, souriant à Jax. Insouciant. Il ne savait pas. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. Le spectre avait reparu. Et cette fois, il ne regardait plus. Il traquait. Il y avait deux choses que Blythe connaissait par cœur. Le ronron d'un moteur bien réglé. Et la sensation d'un danger invisible, celui qui gratte sous la peau sans dire son nom. Ce soir-là, les deux le trahirent. Il était sorti tard. Besoin de rouler un peu. De faire taire la machine mentale qui tournait en boucle. Logan, Zane et les autres étaient occupés avec une livraison, et lui avait besoin de respirer. D'éloigner l'image de son propre nom clignotant en rouge sur cette foutue liste. Il enfourcha sa bécane. Enfonça la clé. Tourna. Et là, un bruit. Pas celui d'un moteur. Un clic. Infime. Presque un soupir métallique. Puis, une vibration sous la selle. La fourche trembla. Et d'un coup, tout partit en vrille. Il sauta en arrière, réflexe de survie pure. Une seconde plus tard, la moto s'écroulait. Le guidon arraché. Le câble de frein sectionné net. Le réservoir pissait l'essence à grandes gouttes. Quelqu'un avait saboté sa machine. Il resta figé un instant. Son cœur battait à tout rompre. L'adrénaline effaçait les dernières pensées logiques. Puis, un bruit. Venait de l'intérieur du garage. Il fonça, sortit son couteau de poche. Ouvrit la porte à la volée. Et le vit. Un homme cagoulé, penché sur l'ordinateur de Charlie, en train d'insérer une clé USB. Ses gants étaient tachés d'huile. Ses gestes précis. Rapides. Il savait ce qu'il faisait. Mais il ne l'avait pas vu arriver. T'as perdu quelque chose, connard? Lâcha Blythe. L'homme se retourna brusquement. Arme au poing. Mais avant qu'il ne puisse viser, une chaise s'écrasa sur son crâne. Charlie. Elle venait de le faucher net. Un coup sec. Brutal. L'homme s'effondra, l'arme glissant sous l'établi. Silence. Ils se regardèrent. Charlie était haletante, les yeux agrandis par la peur et la rage mêlée. Mais elle venait de lui sauver la vie. C'est bon, t'as assez de preuves? Souffla-t-elle. Blythe s'agenouilla pour attacher l'intrus avec une sangle trouvée dans le coin. Les mains tremblaient.
Il croisa le regard inconscient de l'agresseur, puis celui, brûlant, de Charlie. « J'ai compris », murmura-t-il. « Quoi » demanda-t-elle, toujours sur la défensive. Il releva les yeux vers elle. Que c'était pas un délire. Pas une parano. Pas un vieux cauchemar de pirate numérique. Il serra les sangles. Quelqu'un veut vraiment ma peau. Charlie connaissait la peur. La vraie. Celle qui électrisait l'échine, courait le long de la colonne comme un courant malveillant. Celle qu'on apprenait à dompter en vivant dans les marges, en codant dans l'ombre, en effleurant des secrets qu'aucun humain n'était censé frôler. Mais cette nuit-là, ce n'était pas la peur qui battait contre sa cage thoracique. C'était lui. Blyde. Il avait refermé la porte brisée du garage en y clouant des planches à la hâte, après avoir traîné le corps inconscient de l'intrus jusqu'à l'arrière du local. Ligoté. Bâillonné. En attente d'interrogation. Le club se réveillerait bientôt, poserait des questions. Mais pas encore. Pour l'instant, ils étaient seuls. Et ça, c'était sans doute plus dangereux que tout le reste. Elle l'observait du coin de l'œil alors qu'il s'essuyait les mains pleines de cambouis. La lumière blafarde des néons faisait briller ses bras tatoués, soulignait la tension dans sa mâchoire. Son regard était vif, mais chargé d'un feu contenu, d'un poids qu'il refusait de laisser couler. Elle, en revanche, sentait la digue craquer. Lentement. Inévitablement. « Tu devrais dormir un peu », souffla-t-elle. « Juste quelques heures. T'as le regard d'un mec qui a combattu un train à main nue. » Un sourire, las, glissa sur ses lèvres. « Et toi, t'as l'air d'une femme qui revient d'un champ de bataille. Viens. » Il tira une vieille couverture de l'étagère, en lança une autre sur le canapé râpé qui trônait dans le coin du garage. Ce n'était pas le grand luxe. Mais pour eux, ce soir, c'était assez. C'était juste. Elle s'assit. Il s'installa à côté, à une distance trop intime pour être neutre, mais pas assez franche pour faire le premier pas. Le silence, entre eux, était chargé. Vibrant. Puis, il parla. « Ce soir, quand t'as explosé ce type avec une chaise, je t'ai trouvée terrifiante. Et sexy en même temps. C'est normal ?» Un rire nerveux, sec, mais authentique, échappa à Charlie. C'est probablement le signe que t'es pas aussi équilibré que tu veux le faire croire. Ou juste que j'en ai marre de me planquer derrière des moteurs. Il marqua une pause. Pourquoi t'es parti cette nuit-là? Il y a 5 ans. Elle détourna les yeux, se mordant la lèvre. Parce que j'ai eu peur de ce que j'avais ressenti. Et parce que je pensais que tu oublierais. Il secoua doucement la tête. J'ai pas oublié. Pas vraiment. Il y avait un vide. Un truc pas fini. Leurs regards se croisèrent. Et alors, il tendit la main. Lentement. Sans pression. Sans urgence. Charlie glissa ses doigts dans les siens. Le reste coula comme une évidence. Chaleur. Peau. Soupirs échappés. Ce n'était pas une fuite. C'était un choix. Ils s'aimèrent comme deux êtres qui n'avaient plus rien à perdre. Comme deux survivants, deux âmes cabossées qui retrouvaient enfin le même battement. Et plus tard, alors qu'elle s'endormait, nichée contre son torse, sa main posée doucement sur sa hanche, elle ne pensa plus aux menaces. Ni à la liste. Ni à la fuite. Seulement à lui. Le matin s'était glissé sans un bruit dans l'ancienne chambre du fond, celle que tout le monde appelait l'antre de Blyde. Les rideaux pendaient de travers, usés par le temps et la fumée, mais quelques rayons téméraires filtraient à travers les lattes, découpant la lumière en tranches dorées sur les draps froissés. Charlie était déjà réveillée. Allongée sur le flanc, elle ne bougeait pas. Son regard suivait les lignes du dos nu de Blyde, tendu comme s'il portait encore le poids du monde sur les épaules, même allongé. La nuit avait été électrique. Un mélange de soupirs, de morsures, de silence brûlant. Mais ce matin, il restait quelque chose. Quelque chose de plus que des draps chauds et des baisers échappés dans le noir. Quelque chose de plus lourd. « Tu dors encore ?» murmura-t-elle. Pas de réponse immédiate. Puis, lentement, Blyde roula sur le dos.
Ses yeux étaient ouverts depuis longtemps. J'ai jamais vraiment dormi tranquille, murmura-t-il, la voix rauque, cassée. Pas par le réveil. Par ce qu'il contenait. Charlie s'appuya sur un coude, le visage adouci par la lumière. C'est à cause de ce que tu sais? Ou de ce que tu refuses de voir, demanda-t-elle doucement. Un sourire sans éclat passa sur le visage de Blythe. Les deux, probablement. Le silence s'installa. Dense. Mais pas hostile. Le genre de silence qui précède les vérités longtemps étouffées. Il passa une main dans ses cheveux en bataille, le regard fixé au plafond comme s'il scrutait un champ de mine. Je me suis toujours senti à part. Même avec eux. Logan, Jax, Riley. Je les aime comme des frères, mais parfois j'ai l'impression qu'ils attendent un truc de moi que je suis pas foutu de leur donner. Charlie l'écoutait sans l'interrompre. Comme on écoute le ronron irrégulier d'un moteur qu'on veut comprendre avant de réparer. Je suis pas un chef. Je suis un mécano. Un gars qui sait réparer ce que d'autres foutent en l'air. Mais même ça, j'ai l'impression de plus y arriver. Elle tendit la main, effleura son bras, juste du bout des doigts. Tu tiens plus de choses debout que tu le crois. Mais tu refuses de le voir. Il tourna la tête vers elle. Et toi? T'as l'allure d'une survivante. Mais t'es toujours en fuite, Charlie. Même là, entre mes draps. Elle se figea. Le coup était précis. Il touchait juste. J'ai appris à disparaître. C'est tout ce que je savais faire. Et même maintenant, avec toi, avec le club, je regarde toujours derrière moi. Parce que ce monde-là, celui que j'ai fui, il me lâche pas vraiment. L'hydre. Elle hocha la tête. Presque imperceptiblement. Certains pensent que je leur appartiens encore. Et j'ai peur que rester ici, près de toi, les attire. Qu'ils te prennent pour cible juste pour me briser. Blythe se redressa à son tour, les yeux rivés aux siens. J'ai vu ce dont tu étais capable. Et j'ai vu ce que ça t'a coûté. Mais je préfère tomber avec toi, les poings levés, que de te voir disparaître encore une fois. Charlie sentit sa gorge se serrer. Les mots voulaient sortir. Peut-être pour minimiser. Peut-être pour jouer la fille qui contrôle encore. Mais elle en était incapable. Elle s'approcha, posa doucement son front contre celui de Blythe. Alors on reste dans l'œil du cyclone. Ensemble. Jusqu'à ce que ça pète. Il hocha lentement la tête, ses doigts glissant sur sa nuque. Ou jusqu'à ce qu'on apprenne à danser au milieu des rafales. Et dans cette pièce abîmée, ce monde prêt à exploser, ils s'agrippèrent l'un à l'autre comme à la seule chose qui vaille encore la peine. Peut-être parce que c'était vrai. Blythe n'avait jamais aimé les silences. Pas ceux qu'on choisit. Ceux qu'on subit. Ceux qui précèdent un crash, une gifle, ou une vérité qu'on ne peut plus recracher. Et ce matin-là, dans le garage encore tiède de leur nuit, Charlie se taisait. Elle était assise près du plan de travail, le regard figé sur la cafetière, comme si elle attendait que l'odeur du café lui donne la permission d'ouvrir la bouche. Dis-le, souffla Blythe. Arrête de tourner autour. Elle leva enfin les yeux. Son regard n'avait rien de fuyant. Juste une morsure nette, froide, qui annonçait l'impact. L'hydre, dit-elle. Le mot s'écrasa entre eux comme une enclume sur du béton. Blythe le répéta, plus bas, comme s'il avait besoin d'en tester l'écho dans sa propre bouche. L'hydre? Le cartel de l'Est? Celui que Logan et Zayn ont affronté à Détroit, il y a 2 ans? Elle hocha lentement la tête. Une seule fois. J'ai bossé pour eux, confia-t-elle. Quand j'avais 19 ans. Pas comme tueuse. Pas comme soldat. J'étais dans leur cellule fantôme. Celle qui nettoie les traces numériques, qui brouille les infos, qui efface les noms et écrit le néant. Blythe se redressa brusquement. Le sang lui cognait dans les tempes. Tu veux dire que t'as travaillé dans leur putain de système informatique, et que t'en es sortie vivante? Elle haussa les épaules. Vivante. Mais traquée. Elle se leva, attrapa une clé USB dans sa poche, et la glissa dans le vieux PC du garage. L'écran grésilla, s'alluma. Un schéma apparut.
Des noms. Des codes. Des symboles. Des ramifications complexes. Un monstre numérique. Tentaculaire. Organisé. Infiltré partout. Ils se foutent des gangs. Des territoires. Ils achètent des têtes. Flics. Politiques. Boîte de cybersécurité. Et quand un pion commence à penser, il le supprime, expliqua-t-elle. Blythe serra les dents. Et toi, t'as fait quoi exactement? Elle le fixa. Droit dans l'âme. J'ai volé une base de données. J'ai supprimé des fichiers. J'ai menti. Puis j'ai disparu. Mais ils m'ont retrouvé. Il y a 6 mois. Elle cliqua sur un dossier. Et là, l'écran changea. Le visage de Blythe apparut. Son nom. Un statut. Objet prioritaire. Classé « Protection ». Il resta figé, les yeux plantés dans son propre reflet numérique. « Tu les as croisés il y a 5 ans, dit-elle. Tu m'as protégé ce soir-là, sans savoir. T'as empêché un de leurs hommes de m'atteindre. Et ils t'ont fiché. Depuis ce jour, t'étais dans leur viseur. Et moi, j'ai rien dit. » Il se laissa tomber sur le tabouret, comme si ses jambes avaient lâché. Pas à cause de la menace. Pas parce qu'il découvrait qu'il était une cible. Mais parce qu'il l'avait été depuis longtemps. Et qu'il n'avait jamais su. Charlie s'approcha. Elle posa doucement une main sur son épaule. Je suis pas venue ici pour me planquer, Blythe. Je suis venue pour te sortir de là. Avant qu'il frappe pour de bon. Il releva les yeux vers elle. Et ce qu'il vit n'avait rien d'une fugitive. C'était sa seule chance de survie. Et peut-être, celle de tout le club. Logan n'avait jamais crié sur Blythe. Jamais. Mais ce jour-là, sa voix claqua dans le garage comme une déflagration glaciale. Tu savais, Blythe. Tu savais que ce putain de cartel avait remis les pieds dans notre monde, et t'as gardé ça pour toi? Blythe encaissa. Il ne tenta même pas de nier. Autour de lui, les regards pesaient comme des chaînes. Zayn, Noah, Elena. Tous réunis dans ce QG de fortune, entre l'établi couvert d'outils et un distributeur de café hors service depuis des mois. Charlie, elle, était restée en retrait. Manteau sur le dos, sac à la main. Je voulais éviter la panique, dit-il. Je devais comprendre avant d'ameuter tout le club. Logan tapa du poing sur la table. Tu joues au stratège maintenant? Tu croyais quoi, qu'on t'aurait laissé seul face à l'hydre? Zayn grogna, bras croisés. C'est pas un gang de seconde zone, mec. Ce sont des fantômes. S'ils savent ton nom, ils connaissent le nôtre. C'est alors que Charlie parla. C'est pour ça que je pars. Sa voix n'était ni tremblante ni résignée. Elle lâcha l'annonce comme une évidence. Et la salle se figea. Elle releva les yeux, droite, digne. Prête à se volatiliser. Encore une fois. Si je suis la source du problème, je m'en vais. J'ai survécu seul avant. Je peux le refaire. Et Blythe vit rouge. Non. Un seul mot. Tranchant. Définitif. Il s'avança. Attrapa sa main. L'obligea à le regarder. T'as déjà fui. Moi aussi. Mais pas cette fois. Pas maintenant. Elle vacilla. À peine. Mais c'était là. Si je reste, ils viendront, souffla-t-elle. Qu'ils viennent. Je préfère me battre avec toi que survivre sans toi. Un silence tomba. Chargé comme l'air avant une tempête. Puis Logan reprit, plus calme, plus grave. Si elle reste, alors on joue en équipe. Mais à une condition. Blythe se tourna vers lui, sans ciller. Plus de secret. Ce n'était pas un ordre lancé au vent. C'était une promesse exigée. Un pacte silencieux. Et il ne s'adressait pas qu'à Blythe. Il visait aussi Charlie. Dans le regard du président du club, il y avait la déception d'un frère, et l'inquiétude d'un chef. Charlie déposa lentement son sac au sol. Et dans ce geste, Blythe comprit.
comprit ce qu'il venait de briser. Et ce qu'ils venaient, tous ensemble, de décider de sauver. Le combat venait seulement de commencer. L'odeur d'essence lui avait sauté à la gorge bien avant la chaleur. Charlie connaissait ce parfum. Lourd. Menaçant. Chargé d'un avertissement silencieux. Une seconde plus tôt, Blythe était penché sous la triomphe de Zane, concentré, les doigts dans la graisse. Une vis tordue. Un geste banal. La suivante, le monde avait explosé dans un éclair blanc et un cri métallique. Le souffle l'avait projeté contre l'établi. Le béton avait lacéré sa peau. L'air s'était transformé en feu. Ses oreilles avaient hurlé. Son corps aussi. Puis, le noir. Quand elle rouvrit les yeux, ce fut le chaos. Du sang. Le sien. Et Blythe, au-dessus d'elle. Le regard perdu. La voix écorchée. Charlie. Reste avec moi. Tu bouges pas, ok? Reste là. Elle voulut répondre. Dire qu'elle vivait. Mais seul un hochement de tête répondit. Fragile. Insuffisant. Il la souleva dans ses bras, comme une flamme prête à s'éteindre. Et même si ses bras tremblaient, il ne la lâcha pas. Mais c'était un tracker, murmura-t-elle, la voix râpeuse. Sous la moto. Un MK9 Reaper, signature de l'hydre. Tu dors pas. Pas maintenant. Tu me tiens la jambe, ok? Comme d'habitude. Et malgré la douleur, elle sourit. Parce que dans cette colère-là, il y avait autre chose. Un amour qui ne voulait pas dire son nom. Il l'emmena à l'écart. Une Harley planquée au fond d'un terrain vague. Antique. Sans GPS. Sans puce. Invisible. Et ils roulèrent. Longtemps. Trop vite. Pas assez. Ils quittèrent la ville. Le club. Le QG. Et trouvèrent une planque. Un vieux hangar oublié au bord d'un lac, rongé par les algues et les souvenirs. Parfait. Charlie reprit conscience sur un matelas à même le sol. Son abdomen bandé. Une couverture rêche. Et Blythe. Assis à côté d'elle. Le visage tiré. Les mains tachées de cambouis et de sang. Le sien. J'ai failli te perdre, souffla-t-il. Le garage est mort. Zane est furax. Logan veut du sang. Et moi, j'ai peur. Elle le fixa. Et cette fois, elle le vit. Pas le mécano. Pas le biker. Juste l'homme. Tu sais ce que j'ai compris aujourd'hui? Murmura-t-elle. Qu'il faut toujours vérifier sous les bécanes? Que t'es plus qu'un mécano. T'es mon refuge. Il serra sa main dans la sienne. Pas pour l'apaiser. Pour lui promettre. On va leur faire payer, Charlie. Et cette fois, elle le crut. L'odeur de poudre et de sang flottait encore dans l'air, épaisse et tenace comme un mauvais souvenir. Le vieux local planqué derrière l'atelier n'avait pas servi depuis des mois, peut-être des années, mais ce soir, il se transformait en abri. En hôpital de fortune. En QG improvisé d'une guerre qui ne disait pas encore son nom. Charlie était assise sur une table en bois abîmée par le temps. Le bras bandé à la va-vite. Les traits tirés. Mais les yeux encore vifs, prêts à défier le monde. Face à elle, Blythe tournait en rond, la mâchoire contractée, les veines gonflées d'une adrénaline qui refusait de redescendre. Arrête de faire les 100 pas, lança-t-elle, le ton râpeux. J'ai eu pire un jour de pluie en Argentine. Il gronda dans sa barbe, mais s'arrêta. Juste à temps pour entendre la porte grincer. On a apporté du matos, annonça Ivy en surgissant, les bras chargés d'une trousse et d'un sac en toile. Derrière elle, Alma et Elena pénétrèrent dans la pièce. Cheveux décoiffés, visage sérieux. Pas de blouson stylé ni de mascara. Juste de la détermination brute et solidaire. Charlie cligna des yeux, presque dérouté. Elle s'était préparée à gérer seule. Comme toujours. La fuite et la solitude avaient longtemps été ses seuls alliés. Mais elles étaient là. Debout. Présentes.
C'est pas grand-chose, murmura Alma en s'approchant. Une vilaine éraflure, mais rien de vital. Par contre, t'as failli nous claquer entre les doigts. J'ai vu pire, souffla Charlie, par réflexe. Par fierté aussi. Elena s'agenouilla près d'elle et lui prit la main. Un geste simple, mais chargé de sens. Peut-être. Mais t'es plus toute seule, Charlie. Plus maintenant. On est là. Et on gère ensemble. Ou on tombe ensemble. C'est la règle, ici. Le silence s'installa. Court. Mais dense. Charlie serra les mâchoires, puis relâcha. Je suis pas comme vous. J'ai un passé, qui colle. Qui laisse des traces. Et pas que sur la peau. On en a toutes, répondit Ivy. On n'a pas débarqué ici en robe blanche et auréole sur la tête. Surtout elle, ajouta Alma en désinfectant la plaie. Je crois même qu'elle a mordu un flic une fois. Il l'avait mérité, lâcha Ivy sans ciller. Un rire. Léger. Inattendu. Mais tellement bienvenu. Charlie sentit quelque chose céder à l'intérieur. Pas la douleur. Pas la peur. Quelque chose de plus profond. De plus ancien. Elle inspira. Pour la première fois depuis longtemps, sans que son cœur se serre. Merci. Elena pressa doucement sa main. On est là. Et tant que tu restes debout, on sera à tes côtés. Dans cette pièce étroite, où l'odeur de guerre restait accrochée au mur, un autre parfum venait de naître. Celui de la sororité. Indestructible. Implacable. Inattendu. Il y a des choses qu'on ouvre comme on rouvre de vieilles blessures. Ce disque dur en faisait partie. Un simple rectangle noir, dense, blindé de cette couche de cryptage. Charlie l'avait volé lors de sa dernière mission pour l'Hydre, juste avant de tout faire exploser derrière elle. Ce soir, elle s'apprêtait à l'ouvrir. Non sans trembler. « Tu crois vraiment que ça peut nous sauver ?» demanda Blythe, accroupi à côté d'elle, les mâchoires serrées. « Je sais surtout que ça peut nous tuer », répondit-elle sans détour. « Donc oui. C'est probablement utile. » Un sourire en coin. Lui, pas du tout. Elle alluma son vieux laptop, un dinosaure blindé derrière 3 firewalls, une interface antédiluvienne et des lignes de code comme seule une main initiée pouvait dompter. Elle brancha le disque. Et les lignes se mirent à danser à l'écran, vertes, vives, menaçantes. Charlie tapait vite, précis, presque en transe. Chaque frappe semblait guidée par l'instinct. Le langage des machines n'avait plus de secret pour elle. Blythe l'observait en silence. Pas avec peur. Avec une forme d'admiration brute, viscérale. « Tu fais ça, comme si tu priais », murmura-t-il. « On a tous une foi », répondit-elle sans lâcher l'écran. « La mienne, c'est l'algorithme. » Un dernier verrou sauta. Le silence s'épaissit. Le dossier s'ouvrit. Et le vide s'abattit. Putain. Des noms. Des centaines. Des profils détaillés. Des adresses. Des cibles. Des statuts. Une purge. Blythe se pencha. Et ce qu'il lut le glaça. Logan Moretti. Zane Cooper. Elena Moretti. Noah Rivers. Il ne lisait pas vraiment. Il comprenait. Parce que ces noms, c'était plus que des données. C'était leur famille. Ils veulent tous nous effacer, murmura-t-il. Charlie hocha la tête, le souffle court. L'hydre se nettoie. Elle efface les contacts passés, les alliés devenus gênants, les ennemis identifiés. Une réinitialisation. Froidement stratégique. Blythe ferma les yeux une seconde. Puis il serra les poings. Fort. Son regard croisa le sien. Et toi? T'es où, dans cette foutue liste? Elle sourit. Un rictus amer. Tout en haut. En gras. Encadré. Il ne répondit pas. Il s'approcha. Lentement. Et prit sa main dans la sienne. La pressa contre sa poitrine. Alors on les fera tomber. Un par un.
On les sortira de l'ombre. Et on les fera payer. Ses yeux étaient braqués sur elle. Vifs. Déterminés. Plus brûlants que jamais. Et Charlie comprit. Il était prêt à tout. Pas seulement pour le club. Pour elle. Et elle. Elle venait de retomber amoureuse. D'un homme qui l'avait déjà sauvée une fois. Mais cette fois-ci, elle n'avait plus l'intention de fuir. Le retour au club ne se fit pas sous les applaudissements. Mais au moins, personne ne dégaina. Le garage, désormais réduit à une carcasse calcinée, avait été bouclé. La salle de réunion avait migré vers l'ancien entrepôt à l'arrière. Un néon malade clignotait au plafond, projetant des éclats blancs sur les visages tendus. L'odeur de cambouis, tenace, tentait de masquer celle plus insidieuse de la méfiance. Logan était là, assis en bout de table, les bras croisés, le regard aussi dur que les murs en béton. Zayn tapotait nerveusement sa cuisse, un tic qui n'annonçait jamais rien de bon. Noah, lui, fixait Charlie comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau entre deux respirations. Mais elle ne recula pas. Elle s'assit à côté de Blyde, laptop ouvert, regard franc et assuré. On a les données, annonça Blyde, sa voix résonnant entre les murs nus. Alors ? Rétorqua Logan, sans détour. On fait quoi ? Une tombola de cibles prioritaires ? Charlie tapota 2 touches. L'écran s'illumina. Des noms apparurent. Des connexions. Des routes. Des liens qu'on ne voyait qu'en les cherchant longtemps, ou en ayant vécu dans l'ombre. Voilà votre guerre, dit-elle. On peut agir. Mais pas comme avant. Il faut qu'on frappe là où ils ne s'y attendront pas. Un silence tomba, chargé de doutes et d'interrogations. Jusqu'à ce qu'une voix douce, mais affûtée comme une lame, tranche l'air. Alors il faut entrer sur leur terrain. Et retourner leurs propres armes contre eux. Elena. Elle s'avança, cheveux tirés en arrière, une tablette à la main. Derrière elle, Alma affichait une posture de défi, les bras tatoués croisés, et Ivy suivait, sourcils froncés, les yeux vifs. On a étudié les transferts de fichiers, précisa Ivy. Certains noms se recoupent avec des appels passés depuis le port. Et moi, ajouta Alma, j'ai encore 2 ou 3 contacts dans les cercles qui flairent bon leur la loi. On peut découvrir qui travaille avec l'hydre, même sans le savoir. Logan leva un sourcil, à la fois surpris et sceptique. Mais depuis quand c'est vous qui menez la danse ? Elena esquissa un sourire presque tendre. Depuis que vous avez reconnu qu'on avait des cerveaux. Pas seulement des flingues. Zayn éclata de rire. Noah hocha la tête, sérieux, silencieux. Blyde, lui, se tourna vers Charlie. Elle observait la scène. Étonnée. Émue. Et, peut-être pour la première fois depuis des années, profondément soulagée. Parce qu'elle n'était plus seule. Logan poussa un long soupir. Le genre de soupir qui précède les décisions importantes. Très bien, concéda-t-il. On teste. Mais au premier accroc, je reprends les rênes. Son regard se posa alors sur Charlie. Long. Évaluateur. Incisif. Et toi, t'as intérêt à pas nous trahir. Elle soutint son regard sans flancher. J'ai déjà choisi mon camp. Et ce n'est pas celui des ombres. Je me sers de moi, Blyde. Pas de moi. Elle l'avait regardé droit dans les yeux en prononçant ces mots. Et il avait compris. Il ne pourrait pas la convaincre. Pas cette fois. Le plan semblait simple. En théorie. Charlie devait réactiver un ancien contact de l'hydre, sous son identité factice. Envoyer un message codé depuis un terminal public, dans une ruelle connue des leurs. Simuler une fuite. Une trahison. Attirer un collecteur. Le reste, c'était pour eux. Une attaque fantôme. Pas de balles. Juste du cerveau. Mais dans l'esprit de Blyde, il n'y avait ni schéma ni code. Il n'y avait qu'elle. Son visage. Sa voix. Son foutu sourire de défi. Les si ça dérape ? Avait-il soufflé à l'oreille de Logan pendant que Charlie se préparait, les doigts tremblants sur le clavier du vieux terminal.
Alors on dérape avec eux, jusqu'au bout, avait répondu Logan. Brutalement honnête. Pas rassurant. Mais clair. Charlie était parti seul, hoodie noir sur le dos, un walkie dissimulé dans le col, un micro planqué dans la couture. Elle connaissait les ombres. Savait comment s'y fondre. Blythe, lui, ne savait pas comment la laisser. Il avait attendu. L'oreille collée au canal. La main sur la crosse. Le cœur battant à s'en faire péter les côtes. Et puis, sa voix, sèche et calme. Cible repérée. 3 hommes. Une camionnette. Système court. Ils arrivent. Maintenant. Le signal. Ils foncèrent. La ruelle était détrempée, éclairée par un réverbère cassé qui clignotait comme un avertissement. Charlie tenait bon, dos contre le mur, le regard vif. Autour d'elle, 3 hommes tournaient comme des vautours. Trop de sourires. Trop de silence. Puis le piège se referma. Noah balança une grenade flash. Alma surgit de l'ombre comme une furie tatouée. Logan plaqua le canon de son arme contre la tempe du plus bavard sans trembler. Blythe courut droit vers elle. Blythe. Un souffle. Un battement. « Je suis là », murmura-t-elle. Il la prit dans ses bras. Par pur réflexe. Par besoin vital. Elle tremblait, légèrement. Mais elle souriait. Serveur portable intercepté, annonça Elena dans l'oreillette. Données extraites. Coupure confirmée. C'est un succès. Un putain de succès. Mais ce soir-là, Blythe comprit une chose. Une vérité limpide. Il ne pouvait pas la perdre. Pas encore. Pas elle. La nuit était tombée comme un piège. Lourde. Silencieuse. Dangereuse. Au club, la routine s'étirait, trop calme pour être rassurante. Puis la radio grésilla. Une voix haletante brisa l'équilibre. La Ivy. Elle n'a pas répondu à l'appel de sécurité. Dernier signal, sortie nord. Et puis plus rien. Dans le bureau, Logan se figea. Son regard accrocha celui de Blythe. Et d'un battement de cils, l'atmosphère bascula. De la méfiance à l'alerte rouge. Code noir. Tout le monde en selle. Maintenant. Ivy se débattait, les poignets liés derrière une chaise. Le sol était froid sous ses bottes, l'air moisi. Un entrepôt à l'abandon, quelque part dans la pourriture industrielle. Une lampe nue pendait du plafond, balançant une lueur crue. Puis une silhouette apparut. Lente. Élégante. Furtive comme une lame dans l'ombre. J'espérais que ce serait Charlie, souffla la voix, suave et glaciale. Mais capturer toi, c'est plus stratégique. Le spectre s'avança dans le cône de lumière. Sans masque. Sans mise en scène. Juste un visage de marbre et un regard d'acier, presque inhumain. Tu n'es qu'un pion. Mais parfois, frapper un pion suffit à faire reculer la reine. Ivy le fixa. Et lui cracha au visage. Le revers de main partit comme un coup de tonnerre. Sa tête vrilla, mais elle ne céda pas. Pas un cri. Pas un mot. Ils viendront, dit-elle simplement, la lèvre en sang. Et toi, tu courras. Ils vinrent. Blythe ouvrait la marche, casque vissé, mâchoire d'acier. Jax, Logan, Riley, toute la meute, silencieuse et déterminée. Chaque pas résonnait comme une promesse. La porte de l'entrepôt céda dans une détonation. Pas de parlotte. Pas de sommation. Le spectre avait disparu. Mais ses chiens étaient là. Ce fut bref. Brutal. Méthodique. Et implacable. Blythe la trouva le premier. Ligotée. Sanguinolente. Mais vivante. Les poupées. T'as connu plus glamour, non? Ivy releva les yeux, un demi-sourire au coin des lèvres malgré la douleur. Vous avez mis le temps. De retour au club, les blessures furent soignées. Les silences pensaient comme des plaies. Mais l'ambiance avait changé.
Logan passa une main lasse sur la carte murale. Des punaises rouges dessinaient les contours d'un conflit qui n'était plus dans l'ombre. C'était une guerre ouverte, maintenant. Charlie se tenait dans un coin, les bras croisés, regard dur. Elle croisa les yeux de Blythe. Alors qu'ils s'attendent à ce qu'on riposte, souffla-t-elle. Fort. Et sans pitié. Un silence épais tomba. Chargé d'électricité. Le club venait de perdre son illusion de paix. Et cette fois, la horde était prête. La planque sentait encore la sueur, l'essence et le vieux café. Mais ce soir-là, ce n'était plus l'odeur du chaos. C'était celle du calme. Pas le calme suspect, celui qui précède l'impact. Le vrai. Celui qui s'infiltre entre deux respirations, comme une trêve offerte par l'univers. Charlie fixait Blythe. Il était assis sur le vieux canapé râpé, torse nu, un mug cabossé à la main. Il avait encore des cendres sur l'épaule, un filet de sang séché à la tempe. Mais il respirait. Et elle aussi. Tu penses que c'est fini, demanda-t-elle, la voix basse, presque timide. Il tourna la tête vers elle. Son regard ne fuyait pas. Pas cette fois. Non, répondit-il. Mais toi, tu restes. Un seul mot. Mais il pesait lourd. Rester. Elle se figea. Elle, la fugitive. L'ombre. L'experte du silence entre les murs. Elle ne savait pas faire ça. Elle ne l'avait jamais su. Rester, où? Pourquoi? Tu crois qu'on peut vivre dans un garage, entre deux grenades et 3 lignes de code corrompues? Il posa lentement le mug. Se leva. S'approcha d'elle, jusqu'à effleurer sa respiration. Restez avec moi, dit-il. On construira ce qu'il faut. Même si c'est bancal. Même si ça tremble. Mais tu mérites plus que la fuite. Tu mérites un endroit où poser ton sac. Un endroit où, quand tu fermes la porte, t'as plus besoin de vérifier si t'es suivi. Elle sentit ses défenses craquer. Pas exploser. Craquer doucement, comme une vieille coque fatiguée. Et elle hocha la tête. Une fois. Puis une autre. Comme on accepte une vérité plus grande que soi. Puis elle l'embrassa. Pas dans l'urgence. Pas dans la peur. Mais dans ce vertige tendre qu'on appelle espoir. Charlie n'avait jamais été douée pour rester. Mais ce soir-là, dans cette pièce abîmée, entre les cendres et les cicatrices, elle comprit qu'elle pouvait apprendre. Les néons grésillaient encore au plafond. La peinture, fraîche, laissait dans l'air une odeur de recommencement. Le garage n'était pas parfait. Pas comme avant. Mais il était debout. Et lui aussi. Blythe se tenait là, face à l'établi, les mains encore noircies par l'huile, le regard fixé sur la bâche qu'il avait soigneusement tendue plus tôt. Il entendit les pas avant de la voir. Charlie venait d'entrer, silhouette découpée dans le contre-jour du soir. Pas de capuchon. Pas de camouflage. Juste elle, Jean, veste en cuir, et ce calme nouveau dans le regard. Une paix fragile, mais présente. Tu voulais me montrer quelque chose, demanda-t-elle en s'approchant. Il ne répondit pas tout de suite. Ses mains glissèrent lentement sur la toile, qu'il retira d'un geste fluide. La moto apparut. Noire, mate. Des lignes nettes, un design pensé pour la fuite, ou pour la liberté. Un prolongement d'elle-même, forgé de ses silences et de ses départs. Charlie s'approcha, les yeux légèrement écarquillés. C'est, pour moi. Souffla-t-elle. Je l'ai conçu en pensant à toi, répondit Blythe. À ta façon de disparaître. Et à mon envie que tu reviennes. Toujours. Il lui tendit une clé, simple, sans boîte ni ruban. Juste une clé gravée d'un C entourée d'un anneau de chêne. Charlie la prit. Pas de tremblement. Pas cette fois. Tu m'offres un moteur? Murmura-t-elle, un sourire au coin des lèvres. Il hocha la tête. Et une place dans ma vie. Pas sur le siège passager. À côté. Tu pilotes si tu veux. Mais moi, je suis là. À chaque virage. Elle resta silencieuse.
une seconde. Peut-être 2. Puis s'avança, posa ses mains autour de sa nuque et l'attira doucement contre elle. Alors démarre le moteur, Blythe. On a une route à tracer. Et dans le grondement puissant qui suivit, dans cette vibration d'acier et de peau, il y avait le bruit de ce qu'il pensait perdu. Le bruit d'un redémarrage. Le ciel était dégagé au-dessus du QG. Pour une fois, pas de menace à l'horizon. Pas de moto piégée. Pas de message codé à déchiffrer dans l'urgence. Juste la lumière du soleil sur les chromes, et les moteurs qui ronronnaient comme des fauves impatients de liberté. Blythe vérifiait les freins de la bécane pour la 4e fois. Charlie leva un sourcil, amusé. Tu sais qu'elle va pas exploser, hein? C'est ce que t'as dit la dernière fois à propos de mon pare-feu, marmonna-t-il sans lever les yeux. Touché. Derrière eux, la cour vibrait d'une énergie nouvelle. Jamais le club n'avait semblé aussi vivant. Logan, lunettes de soleil vissées sur le nez, échangeait quelques mots avec Alma, adossée à la rambarde, un café fumant à la main. Elena ajustait le casque de Noah, prêt à remonter sur scène pour la première fois depuis longtemps. Jax râlait pendant que Sacha lui étalait de la crème solaire sur la nuque. Riley réparait un ampli, concentré, pendant que Léa lisait en silence, pieds nus sur le béton chaud. Zayn fanfaronnait, Ivy levait les yeux au ciel. Le chaos du club. Leur chaos. Foutraque. Précieux. Indestructible. Et puis, il y avait eux. Elle, l'ancienne aqueuse qui avait toujours cru n'appartenir à rien. Lui, le mécano taiseux, persuadé de ne rien mériter. Ils avaient traversé l'explosion. La trahison. Le doute. Et ils étaient toujours là. Blythe rangea ses outils et fit signe à Charlie de le suivre jusqu'à l'arrière du hangar. Une bâche noire couvrait une moto. Il la retira lentement. La bécane était magnifique. Un châssis mat, des lignes tendues comme une lame. Une louve gravée sur le réservoir. Et sur le guidon, une pièce métallique soudée à même le métal. Charlie s'approcha, la gorge nouée. « C'est la pièce ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. Celle qu'on avait échangée cette nuit-là. Quand t'as disparu. Quand j'ai cru que c'était fini. Elle posa ses doigts dessus, avec une tendresse presque douloureuse. Dès maintenant ? Maintenant, on tient nos promesses. Elle enfourcha la moto sans hésiter. Elle était faite pour elle. Il grimpa derrière, ses bras enroulés autour de sa taille, son menton posé contre son épaule. « Tu me fais confiance ?» souffla-t-elle. « Plus qu'à moi-même. » Elle lança le moteur. Un grondement profond, plein de colère et de renaissance. Derrière eux, les fantômes. Devant, l'inconnu. Entre les deux, eux. Blythe posa la clé dans sa main. Un dernier regard vers le club, leur point d'ancrage, leur meute. Pas question de freiner maintenant. Une dernière virée. Des moteurs. Des cicatrices. Des promesses. Et cette chose rare qu'ils osaient enfin nommer ici, la famille. Elle n'était plus seule. Elle avançait. Avec lui. Merci d'avoir partagé cette virée intense et passionnée avec Blythe et Charlie. Dans ce garage brûlé par les souvenirs, entre deux lignes de code et des moteurs trafiqués, ils ont trouvé bien plus qu'une échappatoire. Ils ont trouvé leur famille. Leur meute. Leur avenir. Et vous ? Êtes-vous prêt à aimer sans freiner ? Retrouvez tous les autres tomes de la saga Steel Wolf sur notre chaîne, et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle love story. Ici, chaque histoire vibre au rythme du cœur. À bientôt, pour une nouvelle romance qui va faire battre le vôtre.